Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur le stockage de l'énergie, clé de voûte de la transition énergétique, organisée par Pôle Énergie avec le soutien de l'ADEME et co-organisée par RTE. Je suis Damien Grousseau, chargé de développement à Pôle Énergie, et je serai l'animateur de cette réunion. Tout d'abord, quelques remerciements. Merci à RTE, à son délégué régional Laurent Cantal-Lampin, qui avait accepté de réaliser cette conférence au showroom de RTE, situé à Eurat Technologies, et à Stéphanie Duramel, sa directrice des affaires publiques. À défaut d'être physiquement au showroom, je vous propose de découvrir en images ce lieu qui aurait dû nous accueillir. Merci à tous nos intervenants qui ont pris le temps de réaliser une présentation et d'être présents aujourd'hui. Et surtout, merci pour votre présence numérique nombreuse, vous êtes plus de 160 à l'instant, et votre indulgence pour les éventuels défauts techniques et organisationnels. En effet, c'est la première fois que Pôle Énergie réalise un webinaire. Pôle Énergie est une association basée à Dunkerque, créée à l'initiative de la région Hauts-de-France et de la communauté urbaine de Dunkerque, et qui a pour but de faire de la transition énergétique une opportunité économique pour la région. Il s'agit donc d'identifier les secteurs d'avenir, d'accompagner les projets publics et privés, de les aider à trouver des financements, de former les collaborateurs aux enjeux énergétiques, d'aider au déploiement des solutions innovantes sur le territoire. C'est dans ce cadre que nous organisons cette conférence. Quelques détails techniques, justement. Chaque intervention durera une quinzaine de minutes et sera suivie par 5 minutes de questions. Vous trouverez à cet effet un petit module dans l'application permettant de poser vos questions par écrit de manière anonyme. Pôle Énergie se chargera de les recueillir et de les poser aux intervenants à la fin de chaque intervention. Une pause de 5 minutes sera organisée aux alentours de 10 heures pour vous permettre de vous aérer. Pourquoi cette conférence? En janvier 2020, RTE a lancé une expérimentation appelée Ringo, avec la mise en place de 3 sites de stockage par batterie à grande échelle sur le réseau. En parallèle, RTE a publié une étude sur l'hydrogène, dans laquelle le potentiel de stockage de cette énergie a été évalué. En effet, plus la part d'énergie renouvelable augmente dans le mix énergétique, plus le besoin en flexibilité du système énergétique dans son ensemble croît. Les systèmes de stockage ont ainsi un rôle clé à jouer pour la réussite de la transition énergétique. Les systèmes de stockage peuvent contrebalancer les fluctuations de disponibilité du photovoltaïque et de l'éolien. Ils peuvent augmenter la stabilité du réseau et apporter une contribution importante à la sécurité d'approvisionnement. Le stockage peut aussi diminuer la facture énergétique des industriels et des consommateurs grâce à des mesures d'écrêtement et à la rémunération des services au réseau. Pour autant, le stockage de l'énergie électrique est assez ancien. C'est en 1890, dans le nord de l'Italie et en Suisse, que les premières stations de transfert d'énergie par pompage, les STEP, ont vu le jour. Les premières stations françaises sont apparues en 1930 et c'est en 1970 que le système s'est vraiment développé à la suite du choc pétrolier. Cependant, le potentiel d'installation de nouvelles STEP en France paraît relativement limité, notamment à cause de son impact assez important sur les écosystèmes et d'éventuelles problématiques de disponibilité dues à des manques de précipitations. Face à ces enjeux, de nouvelles solutions apparaissent alors. Ce webinaire permettra de présenter donc les besoins du réseau électrique actuel et surtout à venir et d'identifier des solutions pertinentes de stockage. Pour cela, nos intervenants seront Thomas Vérin, directeur de la stratégie et prospective RTE, qui nous présentera le stockage vu de RTE.
Daniel Grondin, chef de projet H2V 59, qui nous parlera du Power to Gas pour H2V. Eric Lebossé et Tiffen Rouault, project manager chez The Mobility House, qui nous parleront des services énergétiques grâce au stockage stationnaire de batteries de seconde vie. Nous réaliserons une petite pause aux alentours de 10 heures et nous enchaînerons avec Jean-François Egerix, CEO d'Elax, afin d'échanger autour du stockage de l'énergie grâce au chauffe-eau électrique. Pour finir, 2 interventions d'EDF avec Eric Dubail, responsable du développement de la mobilité électrique, qui nous parlera véhicules to grid, et Rémi Vargrit, directeur de la stratégie hydrogène, qui nous parlera d'hydrogène vert, de mobilité et de stockage. Voilà, écoutez, je vais passer tout de suite la main à monsieur Thomas Vérinck pour discuter, pour qu'il nous échange et qu'il nous partage la vue de RTE sur le réseau électrique. Donc, bonjour à tous et à toutes, et merci à Pôle Énergie pour l'organisation de cette conférence dans ce format webinar. Bon, pour ma part, je vais essayer de contribuer au rattrapage du temps en vous faisant une introduction sur les perspectives de développement du stockage dans le mix électrique. C'est un thème qui est très important pour RTE, comme pour l'ensemble des acteurs du système électrique, puisque derrière la question du stockage, il y a la question de l'équilibre du système. Et on sait que sur le système électrique, on a une exigence d'équilibre à tout instant entre la production et la consommation d'électricité. Et le développement des énergies renouvelables, notamment de l'éolien et du solaire photovoltaïque, pose des questions qui sont nouvelles, puisque ça fait maintenant un certain temps qu'on se les pose, mais qui prennent une ampleur qui est différente maintenant. Donc, je vais essayer d'exposer l'ensemble des éléments de conviction qu'on a sur le plan technique, sur le plan économique, d'essayer de remettre tout ça en perspective. Le stockage est étudié par RTE depuis longtemps et nous avons pu nous prononcer sur ces questions-là dans de nombreuses publications. Faut voir qu'on sait que dès 2015-2017, il y avait une démarche qui avait été entreprise par le ministère de l'économie pour essayer de faire une évaluation socio-économique des smart grids. Et donc derrière, il y avait bien la question du stockage. Et à ce moment-là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons commencé à réfléchir à ce que pouvaient donner les différentes formes de stockage, mais surtout, il y a une tentation dans la question du stockage, c'est que chacun vienne avec sa solution. Chacun dise, bah, moi, ma batterie, elle offre tel service au système, ma flexibilité, mon process de consommation d'électricité variable, et que finalement, chacun fasse une évaluation, ce qu'on appelle marginale pour des petits volumes. Et nous, ce qui nous importe, c'est pas de regarder individuellement chaque batterie, chaque électrolyseur, chaque flexibilité dans une usine, c'est de regarder ce qui se passe quand on fait une approche d'ensemble et quand on passe à l'échelle avec des volumes qui sont massifs. Et c'est ça qu'on a commencé à tester d'un point de vue méthodologique à partir de 2017 et qu'on a désormais généralisé dans nos études de sécurité d'approvisionnement ou dans nos perspectives sur le système électrique, qui s'appellent les bilans prévisionnels, donc qui sont des documents publiés par RTE, dans notre schéma décennal de développement du réseau, qui est notre stratégie de réseau sur les 10-15 prochaines années pour atteindre les objectifs de la PPE, la diversification du mix, la décarbonation de notre économie, et puis qu'on a commencé à tester dans un certain nombre d'études thématiques sur les véhicules électriques, sur l'hydrogène et bientôt sur le secteur du bâtiment. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le développement des différentes technologies, les steps, les batteries stationnaires, les batteries des véhicules électriques, le power to gas, pour un grand nombre de services. Et c'est ça l'objet des études que fait RTE. Alors, je vais d'emblée essayer de donner un certain nombre de messages clés qui sont importants pour nous, et il faut que vous les ayez en tête. D'ici 2035, on a une première période, et là, on peut dire assez clairement la trajectoire d'évolution du mix électrique qui est dans la PPE, donc qui consiste à aller vers un mix 50% nucléaire, 45% renouvelable, et à utiliser
des grandes quantités d'électricité pour décarboner l'économie, les transports avec le véhicule électrique, pour produire de l'hydrogène bas carbone, pour avoir plus d'usages électriques dans le secteur du bâtiment, sachant que l'électricité française est à 93% décarbonée et qu'elle sera à 95% décarbonée dans quelques années. Cette trajectoire n'est pas tributaire d'un développement massif du stockage. Je dirais c'est heureux, puisque aujourd'hui, on n'est pas au stade du déploiement massif de ces applications. Quand je dis qu'on n'est pas tributaire du développement massif du stockage, il faut avoir en tête un certain nombre d'hypothèses. Ça, c'est étant donné les moyens de flexibilité existants et ceux qui sont projetés, par exemple le développement des effacements dans le cadre de la PPE, le développement de la mobilité électrique qui implique la présence de batteries, et ces batteries, on compte les utiliser. Et puis, c'est en tenant compte de ce que font nos voisins, puisque le système électrique est déjà aujourd'hui une réalité européenne, il est très fortement interconnecté, et donc il doit être analysé comme un tout. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on ne fait pas d'études en France isolée, ça n'aurait aucun sens. Donc en fait, on peut compenser la variabilité des énergies renouvelables, et j'y reviendrai, avec les moyens actuels et ceux qui sont projetés dans le cadre de la PPE. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réflexion à avoir sur le stockage. 2020-2030, c'est une très bonne période pour tester, et c'est une période dans laquelle il va y avoir des opportunités qui vont apparaître avec un certain nombre de solutions qui doivent combiner décarbonation du système et flexibilité. Et la mobilité électrique est un excellent exemple, puisque c'est à la fois une solution pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et que ça nous offre des leviers supplémentaires en matière de stockage et donc d'équilibre du système. Donc ça fait un premier socle de conviction qui va jusqu'en 2035. Au-delà de 2035, là, on entre dans un monde qui est différent sur le système électrique, notamment si on est dans des scénarios qui vont vers du 100% renouvelable. Pas exactement la même chose dans les scénarios où on conserverait une partie importante de nucléaire, mais dans tous les cas, on aura des besoins de flexibilité qui devraient s'accroître. Et dans ce cas de figure-là, le stockage ne sera plus une option, ce sera une obligation, et donc la trajectoire et les expérimentations que nous avons en tête sur 2020-2030, elles visent également à préparer cette période-là. Donc voilà, d'ici 2035, je dirais qu'on sait faire avec les types de scénarios qui sont dessinés par la PPE. C'est une période de développement de nouveaux usages et de tests de l'intégration de dispositifs de stockage dans le système électrique. Et puis au-delà de 2035, on entre dans un monde qui est différent. Alors, pour détailler un petit peu ces constats, à l'horizon 2035, dans le cadre de la PPE, notre système électrique dispose quand même encore d'un grand nombre de flexibilités. Il y a des moyens pilotables, de l'hydraulique, du nucléaire, il y a encore un talon de centrales thermiques, centrales à gaz notamment, qui sont très flexibles. Il y a les interconnexions qui permettent d'accéder à un parc avec des moyens pilotables chez nos voisins, et l'Europe de l'électricité, ça sert à ça. Et puis, il y a la consommation qui elle-même doit s'enrichir d'éléments d'usage qui peuvent être plus modulables. Puis quand on pense aux possibilités qui sont offertes par les technologies du numérique, on se dit bien qu'on ne doit pas considérer la consommation comme étant un bloc fixe auquel on ne pourrait pas toucher, mais elle offre également un certain nombre d'opportunités en matière de modulation. Donc ce système, au-delà des moyens qui sont prévus par la PPE, sur l'hydraulique, sur les effacements, il peut fonctionner sans solution de stockage supplémentaire en tenant compte de notre critère réglementaire de sécurité d'approvisionnement. Bon, bien évidemment, ça c'est vrai dans le scénario de la PPE, parce que c'est un scénario dans lequel en réalité on a une augmentation du productible décarboné et une augmentation importante de la capacité de production d'électricité en France. Pas vrai dans d'autres scénarios, mais comme c'est le scénario qui a été choisi par l'État et qui vient d'être formellement validé en avril 2020, eh bien c'est celui qui nous sert de scénario de base, de scénario de référence, et qui nous donne quand même une certaine aisance, puisque on a à la fois un système électrique dont la sécurité d'approvisionnement va être renforcée et la faculté de tester l'intégration de nouvelles solutions de stockage. Donc j'y viens, c'est une période charnière et c'est le moment de tester, de développer et d'intégrer ensemble, comme un tout cohérent, des nouvelles flexibilités dans le stockage. Alors, je vais en citer différentes formes.
Alors bien évidemment, on voit des batteries stationnaires qui seront utilisées pour le réglage de puissance. Alors dès aujourd'hui, ça existe, c'est-à-dire qu'on a dans certains pays européens, par exemple comme l'Allemagne, de plus en plus en France, un certain nombre d'acteurs qui proposent de mettre en place un certain nombre de batteries pour participer à des marchés comme les services systèmes. Alors, les marchés des services systèmes, c'est un mot compliqué pour parler des réserves qu'utilise le gestionnaire de réseau à proximité du temps réel pour équilibrer le système électrique. Alors, il faut voir ça comme un espace économique qui dès aujourd'hui semble accessible pour les batteries sans dispositif de soutien. Pour autant, c'est aussi un marché de niche. Il faut avoir en tête que les réserves, c'est quelques centaines, voire quelques gigawatts. Donc, on part d'un terrain dans lequel il est très intéressant de développer du stockage. Pour autant, c'est un petit marché. Et c'est un marché sur lequel il y a une concurrence qui est très vive. Par exemple, entre les effacements et demain avec les véhicules électriques. On va aussi tester des technologies de batteries stationnaires, comme ça a été dit en introduction, pour la gestion des contraintes réseau. C'est le projet Ringo, qui vise finalement, plutôt que de les utiliser de manière temporelle, de les utiliser de manière géographique, en compensant les surplus dans un point du territoire par une capacité de stockage, et donc pour équilibrer les flux sur nos lignes. Donc ça, c'est une première solution de stockage qu'on voit se développer. On a une seconde solution que sont les batteries domestiques. Et en réalité, c'est pas parce que les véhicules électriques sont déjà en général pas connectés au réseau et que ce sont des usages diffus qu'on peut pas les utiliser pour participer à l'équilibrage du système. Donc, on voit quelques centaines à plusieurs gigawatts de capacité, de potentiel de développement pour l'autoconsommation. Alors, ça dépend bien évidemment du cadre de régulation, ça dépend de l'évolution des coûts du stockage, ça dépend surtout de ce que souhaitent les gens. En fait, on a fait différentes variantes là-dessus, comme l'illustre le graphique qui est transparent. Ce qui change le plus la donne, c'est l'appétence sociale. On va dire que s'il y a une demande collective d'une forme d'autonomie énergétique, à approvisionnement électrique inchangé, à facture inchangée, alors il y a un potentiel de développement des batteries domestiques pour faire de l'autoconsommation qui est important dans le sud de la France, mais aussi dans le nord de la France, dans un certain nombre de configurations. Et donc, ça va vraiment dépendre de ce que souhaitent les gens. Donc là, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal, mais on peut considérer qu'une dizaine de gigawatts de capacité de batterie à horizon 10-15 ans, c'est pas impossible. Après, ça dépend vraiment de l'appétence collective pour ce type de solution et du cadre de régulation. Il y a les véhicules électriques. Alors, les véhicules électriques, c'est un exemple intéressant de ce que j'essayais de présenter en introduction. Si on développe les véhicules électriques, ce n'est pas pour équilibrer le système électrique. C'est pour décarboner le secteur des transports. De mémoire, 140 millions de tonnes de CO2 par an. Je vous rappelle, le système électrique, dans tout son ensemble, la production d'électricité en France, c'est un peu moins de 20 millions de tonnes. Et en Allemagne, 300 millions de tonnes. Donc, on a déjà un système électrique qui est très décarboné en France. Le fait de faire des véhicules électriques, bien évidemment, c'est utiliser cet avantage bas carbone pour un secteur qui aujourd'hui dépend quasi exclusivement des énergies fossiles. Donc, on ne va pas développer les véhicules électriques pour décarboner ou pour flexibiliser le système électrique, mais pour réduire nos émissions. Mais cela dit, une fois qu'on l'a fait, on a des batteries. Et on a fait une étude. On a analysé très finement les données des enquêtes nationales, transport, déplacement en France, etc. Finalement, il apparaît quoi? La plupart du temps, le véhicule, c'est un objet statique. C'est un objet qui n'est pas en mouvement. Donc, s'il est statique, une partie du temps, pour une partie d'entre eux, ces véhicules, on peut les connecter au système, tout simplement lorsque la batterie est en situation de recharge. Et si jamais on les connecte au système, que ce soit unidirectionnel pour moduler la recharge en fonction de l'état du système électrique, ou même bidirectionnel pour pouvoir faire de l'injection-réinjection vers le système, on a un potentiel de flexibilité
qui, d'un point de vue théorique, est même quasiment gigantesque, 10 à 15 fois plus grand que les steppes. Si on considère que seulement une partie des véhicules, 10% d'entre eux font ça, vous voyez que on arrive quand même à obtenir un potentiel de flexibilité qui est égal à celui des steppes, c'est-à-dire des barrages réversibles sur l'hydraulique en France. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut changer la donne. Et puis il y a l'hydrogène. L'hydrogène, c'est quelque chose qui est important dans l'équation. Donc aujourd'hui, il y a des perspectives de développement de l'électrolyse. Et là encore, j'aimerais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. À court terme, l'hydrogène, le développement de l'hydrogène, ça n'offre pas une solution de stockage pour l'électricité, c'est une solution de décarbonation. L'hydrogène aujourd'hui, qui est utilisé notamment dans les applications industrielles en France, est produit à base majoritairement de gaz naturel, donc une énergie fossile. Demain, il pourrait être produit davantage à base d'électricité décarbonée. Les électrolyseurs sont des modes de consommation d'électricité qui peuvent être flexibles. En tant que tel, ça, ce n'est pas une solution de stockage. Pour que ça devienne une solution de stockage, il faut faire une grande boucle. Il faut transformer l'électricité en hydrogène, puis retransformer l'hydrogène en électricité. Ça, c'est pas impossible que ces solutions émergent, mais pas entre 2020 et 2035. Il faut déjà les tester, voir si elles fonctionnent. On n'est pas dans ce type d'ordre de grandeur. Je m'aperçois que je suis déjà un peu long, donc je vais essayer d'aller plus rapidement pour la fin et je vais probablement faire l'économie d'un certain nombre de slides. Sur 2020-2035, le programme que nous avons au sein de RTE consiste à étudier les nouveaux usages de l'électricité dans un objectif de décarbonation, mais à systématiquement vérifier le type de flexibilité qu'ils peuvent impliquer pour le système électrique en France. Donc, nous avons publié en mai 2019 un document spécifique sur la mobilité électrique, en janvier 2020 sur la production d'hydrogène bas carbone et sur le secteur du bâtiment. Nous travaillons en partenariat avec l'ADEME à un rapport qui devrait être publié, je dirais, dans les prochains mois et qui bouclera cette trilogie-là. Et donc, on aura sur 2020-2035 un socle complet d'analyse technique et économique sur la décarbonation et les flexibilités. Je pense que sans m'attarder trop longuement là-dedans, la mobilité électrique aujourd'hui, on ne voit pas d'inquiétude sur la sécurité d'approvisionnement, on voit un intérêt clair pour décarboner les transports et un potentiel de flexibilité. Hydrogène bas carbone, les objectifs publics sont également très ambitieux. À moyen terme, on voit un développement essentiellement de l'électrolyse pour décarboner des usages. Et là encore, pour réduire les émissions de l'industrie en France. Donc là, c'est un volume qui est moins important que le transport, mais qui est quand même pas totalement, qui est quand même significatif. Et on va dire que le mode de fonctionnement des électrolyseurs joue un rôle dans cette affaire. Et puis sur le bâtiment, eh bien, vous verrez rapidement. Je vais finir avec ce transparent-là pour dire qu'aujourd'hui, notre réflexion est en train de se déporter vers 2035-2050. Donc, à long terme, tout ce que je viens de dire va beaucoup dépendre des choix qu'on fait sur le mix électrique futur, énergie renouvelable, nouveau nucléaire, quel type de NR, quelle pondération NR nucléaire. Et là, l'étude, vraiment, en est plutôt à ses débuts. Donc, dans ce contexte, nous avons lancé l'année dernière une très large concertation sur la construction des prochains scénarios, avec 9 groupes de travail qui fonctionnent assidûment. Dans une optique de neutralité carbone et dans le cadrage de la stratégie nationale bas carbone. En milieu d'année, nous publierons avec l'Agence internationale de l'énergie un rapport spécifique sur la faisabilité technique des scénarios à haute pénétration en énergie renouvelable, type 100% ENR. Et puis mi-2021, nous aurons un rapport final prendra la forme d'un bilan prévisionnel long terme où nous regarderons sous toute leur couture les différents scénarios, c'est-à-dire avec une description technique, une description des enjeux environnementaux, une description économique et les enjeux sociétaux. Point très important pour finir là-dessus, ce que nous intégrons, la brique principale que nous intégrons à ces analyses, c'est maintenant la résilience au changement climatique. On ne fait pas uniquement la façon dont le secteur énergétique doit se transformer pour décarboner, mais nous intégrons également, je dirais, la boucle retour, qui est dans quelle mesure l'évolution
constatée et probable du climat va influencer la faculté même de nos infrastructures énergétiques, transport, production, va impacter également les modes de consommation d'électricité et d'énergie et rendre l'atteinte de la neutralité carbone plus ou moins facile. Voilà ce que je pouvais dire en introduction pour essayer de dresser un panorama en espérant ne pas avoir été trop long et avoir permis de lancer la discussion que j'espère très intéressante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. Désolé pour le fait que nous ne vous poserons pas de questions alors que nous n'en... si, j'ai le son. Que nous ne pourrons vous poser de questions parce qu'on est vraiment super en retard. On en a eu beaucoup. Je vous les ferai suivre par mail si vous le souhaitez. Désolé pour ceux qui ont posé des questions. Et donc, sans transition, avec très peu de transition, nous allons passer à Daniel Grondin. Daniel Grondin. Daniel est chef de projet H2V 59, diplômé d'un DESS de l'Université de Paris-Créteil. Il a été chargé de mission, puis ingénieur projet à Dunkerque Promotion. Ensuite, dirigeant de Cassini, qui est une entreprise qui travaillait sur la transition énergétique et qui est maintenant chef de projet pour H2V depuis une quinzaine de mois. Daniel, c'est à toi. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Et effectivement, on travaille donc merci au Pôle Énergie et merci à RTE pour l'invitation. RTE qui est un partenaire avec lequel nous travaillons en ce moment, et j'y reviendrai. Donc je vais avoir le plaisir de vous parler d'H2V, donc une société française basée à Paris, qui a été créée par deux fondateurs, Lucien Mallet et Alain Sanson. Et donc nous développons deux projets actuellement, donc H2V Product est la société de tête, et puis H2V Industrie s'occupe du développement. Donc c'est dans cette structure que je travaille, et puis nous avons deux projets importants en cours de développement, un en Normandie et un à Dunkerque. Juste un petit rappel quand même sur quelques chiffres, je vais le faire rapidement, mais aujourd'hui la consommation mondiale d'hydrogène c'est 60 millions de tonnes, avec notamment des focus sur des utilisations dans l'industrie pétrochimique, le raffinage et l'aérospatial. Au niveau français, ce sont uniquement un petit peu moins d'1 million de tonnes, 900 000 tonnes, qui sont produits chaque année, consommés chaque année pour différents usages, que sont les transports, le power to gaz, le power to power, effectivement, et puis l'industrie. Des applications, effectivement, de l'hydrogène. Nous nous positionnons sur l'électrolyse de l'eau, donc un projet de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau à partir d'électricité d'origine renouvelable. Et à partir de là, nous alimenterons les différents marchés et les différents usages visés. On s'inscrit dans un contexte national qui est effectivement assez propice au développement de tout ça. La loi de transition avec le développement du gaz renouvelable, mais aussi la part de la consommation d'énergie renouvelable qui augmente à 32%. La PPE, avec effectivement le souhait de décarboner et puis favoriser le stockage de l'énergie. Et l'outil assez phare qui a été le plan Hulot de développement de l'hydrogène vert, avec un objectif de 100 000 tonnes, donc 10% de ce qui est consommé aujourd'hui en France, d'ici 2023. Alors quelques chiffres sur le projet H2V 59 et sa localisation. Donc ce projet que nous développons, c'est un projet d'un peu plus de 200 millions d'euros, donc 200 mégawatts, 28 000 tonnes, sur la commune de Lonne-Plage. Le choix de Dunkerque est porté par deux aspects essentiels.
la puissance du réseau électrique et puis l'importance du réseau de gaz naturel. Voilà. Et en termes de création d'emplois, 70 emplois directs. Une vue du projet d'usine, avec effectivement une place importante, donc là à peu près 12 hectares, et une place importante pour le poste électrique, avec 2 unités de production, j'y reviendrai. Là, je proposerai, si Damien est OK, de vous présenter une petite vidéo de présentation de notre projet. L'hydrogène est la plus petite molécule qui existe dans l'univers, la plus légère et la plus abondante. L'hydrogène présente un réel intérêt environnemental. La combustion d'1 kg d'hydrogène ne produit que de l'eau, mais libère 3 fois plus d'énergie que celle d'1 kg d'essence. L'hydrogène est donc considéré comme un des principaux vecteurs de la transition énergétique. L'électrolyse est une réaction chimique connue et utilisée depuis le 19e siècle, qui permet, sous l'effet d'un courant électrique, de décomposer une substance chimique en plusieurs autres éléments. L'usine sera reliée au réseau de transport d'électricité via le poste électrique RTE de Grande-Synthe. Il faut aussi de l'eau. Le site sera approvisionné par le réseau d'eau industriel de l'eau du Dunkerquois. Avec l'électricité et l'eau, les éléments sont réunis pour lancer la fabrication de l'hydrogène par électrolyse. Elle se produit dans une cuve contenant un électrolyte, c'est-à-dire une substance permettant le passage de l'électricité. L'électrolyse se déroule à une température comprise entre 80 et 90 degrés Celsius et sous pression. 2 électrodes reliées à la source d'électricité sont plongées dans ce mélange. C'est par l'intermédiaire des électrodes que se produisent les 2 réactions nécessaires à l'électrolyse de l'eau. Une réaction d'oxydation, l'eau est décomposée en oxygène gazeux et en ion hydrogène qui se propagent dans le mélange. Une réaction de réduction. Les ions hydrogène présents dans le mélange sont transformés en hydrogène gazeux. L'hydrogène peut contenir des traces d'eau ou de potasse. Il est donc purifié. L'eau et la potasse récupérées sont ensuite réinjectées dans le process. Après compression, l'hydrogène purifié sera conduit par une canalisation souterraine vers le réseau GRT Gaz situé à environ 1 km du site. À terme, différentes options pourront être étudiées pour l'utilisation de l'oxygène. Mais dans un premier temps, il sera simplement rejeté dans l'atmosphère. L'hydrogène vert est produit à partir d'électricité certifiée d'origine renouvelable. Cette électricité peut venir de plusieurs sources: éolien, solaire, hydroélectricité, biomasse, dont certaines sont intermittentes. L'idée d'H2V59 est de produire de l'hydrogène vert qui sera injecté dans le réseau de gaz naturel à hauteur de quelques pourcents et contribuera donc à décarboner le gaz consommé en France et à réduire les émissions de CO2. C'est le principe du Power to Gas, produire un gaz renouvelable, ici l'hydrogène, à partir d'électricité, ici de l'électricité renouvelable. Voilà l'ambition du projet H2V59. Les objectifs du projet H2V59 sont au nombre de 4. Donc, produire de l'hydrogène vert, donc décarboné, non pas à partir de vaporeformage de gaz naturel. Bien sûr, utiliser au moment où elles produisent, mais qu'elles sont le moins consommées, les ENR, et ensuite décarboner le réseau de gaz naturel. Donc on est une structure qui permettra l'intégration des ENR sur le réseau. L'organisation du site, donc 2 unités de production et puis un poste électrique, et voilà, sur 12 hectares à peu près. Comme je vous le disais, chaque unité produira 14 000 tonnes, avec chacune effectivement 26 électrolyseurs d'une puissance de 4 MW.
Une phase importante actuelle du projet, c'est le raccordement électrique. Nous avons fait une concertation préalable avec RTE durant du mois de septembre à novembre 2019, puisque notre projet, nous avons saisi la CNDP sur ce sujet, et nous continuons une concertation transitoire jusqu'à l'enquête publique pour assurer l'information du public jusqu'à l'enquête publique qu'on imagine au deuxième, plutôt septembre-octobre de l'année 2020. On attend effectivement la détermination, la définition exacte du tracé du fusionnement d'impact. Le réseau de gaz, puisque les conditions techniques et économiques, il y a eu un rapport qui est sorti des différents transporteurs, distributeurs de gaz mi-novembre, qui indique qu'aujourd'hui, l'injection d'hydrogène, mais bon, l'injection d'hydrogène, le Dunkerquois le connaît bien déjà, avec le projet GRID, on pourra effectivement intégrer 1 à 2% d'hydrogène dans le réseau de transport de gaz, et ça a été un des choix, un des moteurs du choix de notre implantation. Les emplois, 70 emplois directs, une centaine d'emplois indirects, et puis surtout aussi notre souhait de continuer sur le développement la création d'une filière d'hydrogène vert française. Il nous faudra aussi un fournisseur d'électrolyseurs, et on souhaite que ce fournisseur d'électrolyseurs s'implante en France. Déjà, il y aura un marché important à fournir, mais il faudra aussi qu'il soit à nos côtés pour notre exploitation. Un point sur le planning du projet. Nous avons déposé pour le dossier HDD 59 nos autorisations, demande d'autorisation d'exploiter et permis de construire mi-février de cette année. Nous venons de déposer la semaine dernière les permis pour H2V Normandie. Nous envisageons une mise en exploitation de la première unité en 2022 et la deuxième unité en 2023. Voilà, pour arriver à nos 28 000 tonnes. Nous avons effectivement cette concertation qui est actuellement transitoire jusqu'à l'enquête publique pour bien informer le territoire dunkerquois, mais aussi le territoire de Saint-Jean-de-Folleville. La vidéo, vous pouvez la retrouver sur le site de notre concertation, donc h2v59-concertation.net. Vous avez aussi la possibilité de trouver toutes les documentations sur le projet et de poser vos questions. Et donc, avec la CNDP, sous la bienveillance de la CNDP et avec RTE, nous répondrons à toutes les questions qui pourraient être posées sur le projet. Ouais, merci. Merci Daniel. Quelques questions avant de passer aux intervenants suivants. Quels sont les modes de commercialisation prévus pour l'hydrogène produit par H2V? Nous avons prévu 3 usages. Principalement, vous l'avez vu pour le port to gaz de Dunkerque, une injection dans le réseau à hauteur de quelques pourcents, mais bon, étant donné les capacités du réseau de transport, bon, il sera facile de le faire. Nous avons prévu pour l'usine de Saint-Jean-de-Folleville en Normandie un marché très industriel. Nous sommes effectivement, et c'est aussi pour ça que le choix de Dunkerque est motivé par ça, c'est le choix de l'industrie, donc l'usage industriel pour des acteurs qui souhaiteraient avoir un hydrogène vert et non gris, et puis la mobilité bien sûr, avec sur chaque usine en fait nous avons 2 unités de production comme je vous l'expliquais, et sur une des unités de production nous envisageons de regarder un peu la mobilité, mais de manière voilà, c'est pour l'instant ça n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, ça reste la commercialisation d'hydrogène vert, industrie et power to gas. Et justement, power to gas, quel est le pourcentage maximum d'hydrogène dans le réseau de gaz? Le rapport qui est sorti là, le 15 novembre 2019, il y a l'acceptabilité sur les infrastructures et chez les impacts clients serait de 6%. Nous visons plutôt 1% aujourd'hui. Voilà. D'accord Daniel, merci beaucoup pour cette intervention.
Nous allons passer à The Mobility House, à Élise Lebossé et Tiffaine Rouault. Élise est ingénieure de l'école centrale de Nantes, diplômée de l'Université technique de Munich. Après une thèse concernant la simulation technico-économique des batteries redox, Élise a intégré en tant que chef de projet Smart Power GmbH, et où elle a développé, construit et implémenté des systèmes de stockage de l'énergie au cœur du sujet. Élise occupe depuis 7 mois le poste de Project Manager à The Mobility House. Tiffaine Rouault, diplômée de l'Université de Paris-Nanterre, diplômée de l'Université Lumière à Lyon et de l'Université de Leipzig en économie et management. Tiffaine a d'abord travaillé pour TILIA, puis pour le Centre de recherche pour l'économie de l'énergie allemand, FFE. Tiffaine travaille à The Mobility House depuis maintenant 14 mois. Mesdames, c'est à vous. Et si on avait le son. Alors, pas encore votre son, mais on vous voit et on voit votre présentation. C'est un bon début. C'est bon, normalement, ça va fonctionner. Ok. Vous nous entendez? C'est parfait. Très bien. Merci tout d'abord pour l'invitation et pour nous permettre de présenter notre projet. Merci également aux autres intervenants qui ont déjà donc, présenté les sujets du stockage stationnaire et de l'hydrolyse. Nous allons vous présenter donc un projet qu'on a en France et notre société, donc The Mobility House, qui est donc basée en Allemagne, à Munich, où on se trouve également en ce moment. On travaille donc dans le domaine de tout ce qui est électromobilité, en particulier avec des entreprises, donc des grandes entreprises consommatrices d'énergie. Ça peut être aussi des flottes de véhicules. On propose différents produits que je vais vous présenter rapidement. Donc, je vais essayer de passer rapidement sur la présentation générale pour qu'on puisse arriver au point du stockage stationnaire, qui est ce dont je vais vous parler en particulier aujourd'hui. Donc, pour vous parler un peu de l'origine de The Mobility House, on a été créé donc, il y a une dizaine d'années avec deux constats pour le futur. D'une part, que la part des véhicules électriques allait augmenter dans les 10, 20, 30 prochaines années dans le futur. Et donc, qu'on serait face à une abondance de stockage. Comme le disait donc Thomas Verink de RTE, effectivement, sur des véhicules qui seront stationnaires la majorité du temps, puisqu'un véhicule électrique n'est utilisé qu'1 heure par jour en moyenne pour aller au travail et en revenir. Donc, on aura une abondance de stockage qui sera un peu partout sur le territoire. Et d'un autre côté, ce qu'on peut voir en particulier en Allemagne en ce moment, le développement des énergies renouvelables avec les flexibilités qu'on connaît, avec beaucoup d'éoliens dans le nord de l'Allemagne en particulier et de photovoltaïque dans le sud, et donc tout ce que ça pose comme problème au niveau du réseau énergétique. Donc, finalement, ce que se sont dit nos fondateurs, c'est pourquoi ne pas lier ces deux secteurs et faire en sorte d'utiliser toutes ces batteries décentralisées pour pouvoir aider le réseau énergétique. C'est pourquoi donc, The Mobility House a été créé. Donc, on développe toute la technologie qui est liée aux produits que nous vendons. Et donc, en ce moment, en Allemagne, on a plutôt des projets, donc des solutions de chargement où on conseille différents, donc des clients privés, mais également des managers de flotte de véhicules électriques pour pouvoir lisser leur courbe de charge, entre autres. Et le but ultime, comme je vous disais, est de faire en sorte d'utiliser toutes les batteries qui se trouvent de manière décentralisée un peu partout sur le territoire pour pouvoir fournir des services au réseau. Et entre les deux, le département dans lequel Élise et moi-même travaillons est le stockage stationnaire que nous faisons en fait à partir de batteries de véhicules électriques. Donc, ce qui pourrait être qui justement lie en fait les deux secteurs. Je voulais vous présenter rapidement notre Charge Pilot. Donc, c'est le premier pilier que vous avez vu sur l'autre slide. Je vais pas. En fait, c'est un programme qui permet effectivement de lisser les courbes de charge quand vous chargez votre véhicule électrique pour que tout ça soit lissé dans le temps, pour qu'il n'y ait pas de pic de charge quand on revient donc, du travail avec sa voiture électrique
et que tous les équipements électriques de la maison, de l'ensemble, des bâtiments, etc., fonctionnent en même temps. Mais je vais laisser la main à Élise pour vous parler de tout ce qui est projet de stockage stationnaire donc en France, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Merci Tiffaine. Alors notre vision du stockage stationnaire chez The Mobility House est étroitement liée au concept Second Life. En fait, il s'agit dans l'idée de rajouter une valeur ajoutée au cycle de vie classique d'une batterie de véhicule électrique. C'est-à-dire que dès lors qu'elle a, après avoir été intégrée la batterie dans le véhicule électrique, dès lors qu'elle a perdu environ 20% de sa capacité, on va pouvoir la récupérer et l'intégrer dans un système électrique, comme vous pouvez le voir sur la petite image. Donc, cette connexion de différents modules va constituer une capacité qui pourra être utilisée soit sur des marchés de l'énergie, soit sur différentes applications locales. Ces applications, quelles sont-elles? On a tout un éventail d'applications que nous pouvons offrir actuellement. Donc, on en a un petit peu parlé sur la première présentation de RTE. Donc, tout ce qui est service système, réglage de fréquence, donc avec de la réserve de contrôle primaire. On va pouvoir aussi proposer de l'alimentation de secours, des problématiques de trading de l'énergie, réduction de coûts de raccordement, on l'a vu avec le projet Ringo de RTE. On est aussi actif sur toutes les activités d'effacement, lissage de courbes de charge, peak shaving, et enfin les deux applications un peu plus connues du grand public, on va dire, tout ce qui est smart charging, donc gestion intelligente de chargement des véhicules électriques et intégration des énergies renouvelables. J'aimerais vous présenter rapidement un projet phare de notre entreprise qui a été réalisé au stade Arena d'Amsterdam, aux Pays-Bas. On y a installé un système de stockage de 3 MW et 2,8 MWh qui représente environ 150 batteries de Nissan Leaf. Donc vous pouvez voir en haut à gauche, en haut à gauche pardon, de l'écran donc cette batterie stationnaire. Ça a été pour nous aussi l'opportunité de mettre en pratique ce concept multi-use. Donc, l'idée étant d'associer différentes applications de stockage. Donc, on va avoir dans un premier temps l'alimentation de secours les jours de match. Donc, le samedi après-midi, le match se prépare à 16h. On va faire en sorte d'avoir une batterie qui va être chargée en amont pour, en cas de panne, de grosse panne sur place, pouvoir fournir évidemment pas une alimentation pendant toute la fin du match, mais plutôt une alimentation de secours dans le sens où on pourra évacuer les spectateurs sans problème avec de l'éclairage, etc. Le reste du temps, en dehors des événements sportifs ou bien culturels, il n'y a pas de consommation notable au niveau du stade. Donc nous, on va en profiter sur ces périodes-là pour faire du réglage de fréquence, donc de la réserve primaire. De l'effacement, on a aussi un panneau photovoltaïque qu'on a intégré à la batterie et qui va également aider à charger la batterie en partie. Et enfin, tout ce qui est smart charging, donc il y a une flotte de véhicules électriques au niveau du stade qu'on va aussi gérer de façon intelligente. C'est évidemment pas le seul projet, on en a plus de 30 MW rapidement, voilà, de 29 MW à Elvelingsen et Lunen qui sont dans la région de la Ruhr et près de 2 MW à Berlin où on fait encore une fois différentes applications. Aujourd'hui, on a un vaste projet en France. On prévoit l'installation de 44 MW sur le sol français en coopération avec Renault. Les premiers 5 MW sont déjà en cours de réalisation à l'usine Renault de Douai. Et donc, j'aimerais vous parler un petit peu plus de ce projet. Donc, comme je vous l'ai dit, lancé par le groupe Renault, Demeter et la Caisse de dépôt. C'est un projet qui vise à installer, donc, comme je vous le disais, 44 MW de stockage stationnaire à partir de batteries de seconde vie, donc en l'occurrence de la Zoé. Donc, cette solution est sous la forme d'un conteneur de 40 pieds, 1,3 MW, 1 MWh. Et nous sommes actuellement à la recherche de sites ou de partenaires
pouvant héberger ces fermes de batteries. Donc avec évidemment l'idée de localement apporter des services énergétiques sur mesure à l'industriel ou aux propriétaires du terrain. Et donc, pour nous, c'est un projet qui représente une belle opportunité de développer une solution durable et déployer une technologie innovante sur le territoire français. Voilà en quelques mots pour la présentation de ce projet. J'ai mis à la suite de ça nos coordonnées si jamais vous êtes intéressé par nos activités et par ce projet en l'occurrence. Et voilà, je conclus là-dessus sur cette présentation de Tiffaine et de moi-même. Merci beaucoup pour cette présentation. 44 MW à positionner et sur quelle taille minimale d'installation on peut partir pour que ça soit technico-économiquement faisable? Alors, on part à l'heure actuelle sur une hypothèse de 3 containers. Donc, un container représente, on l'a vu, 1,3 MW. Donc voilà, ça, pour donner une idée un petit peu de la taille minimale pour que évidemment l'investissement sur l'installation, sur la préparation du terrain, etc., puisse aussi être rentable entre guillemets. Voilà. D'accord. Jusqu'à quel pourcentage de capacité de batterie on peut descendre ensuite, puisque les batteries que vous prenez sont pas neuves? Et du coup, quelle durée de vie vous estimez pour ces systèmes? Alors en fait, on a un modèle de leasing dans le sens où Renault va fournir les batteries. Ces batteries vont pouvoir sont prévues. Il est prévu de les changer tous les 5 ans. Et donc ensuite, on a évidemment un range au niveau de la batterie. On peut descendre à 20%, à remonter à 80%. Voilà. Donc on assure en fait, en changeant à la fois ces batteries tous les 5 ans, d'avoir une capacité garantie. Et alors, est-ce que toutes les batteries doivent être du même type de véhicule? Est-ce que vous mixez les batteries? Comment ça fonctionne techniquement de ce côté-là? Alors évidemment, il va y avoir une caractérisation en amont de ces batteries après la mise en service dans le véhicule. Et là, on va pouvoir, enfin, le véhicule en question ne va plus jouer de rôle, entre guillemets, puisque les batteries vont être extraites de différents véhicules et puis on va les caractériser en fonction de la capacité restante au niveau de la batterie et ensuite les intégrer et les connecter ensemble pour constituer un stockage stationnaire. D'accord, merci beaucoup. On a encore beaucoup de questions sur le sujet, mais je pense qu'en termes de timing, on va s'arrêter là, malheureusement. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous passons donc maintenant à Jean-François Egerix, fondateur et dirigeant d'Elax, ingénieur diplômé de l'ECAM en Belgique. Jean-François a notamment travaillé en tant que responsable maintenance pour Axima sur le site de lancement des fusées Ariane de Kourou en Guyane, en tant que chargé d'affaires en CVC pour Seba Confort. Depuis 6 ans maintenant, Jean-François est chef d'entreprise et porte le projet Elax depuis 4 ans. Jean-François, c'est à toi. Tu vois mon écran, la mienne. Alors, non, je vous passe la main tout de suite. Hop. Et 2 secondes. Et voilà, vous avez la main. Bonjour à tous. On l'a bien vu, la transition nécessite. Montrer mon écran. Voilà. On compte à 0 peut-être. Alors, ça marche. C'est bon, cette fois-ci, on voit ton écran. On ne te voit pas toi. Hop là. Jean-François, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à passer en mode diaporama. C'est fait. Tu vois le mode diaporama? Non, je ne vois pas le bon mode. Magnifique. Vois-tu le mode diaporama? Exactement, cette fois-ci, c'est parfait. Entends-tu également?
C'est Tu parfait, m'entends? Jean-François. Tu peux y aller, tu Excuse-moi. peux y aller. Bonjour à tous, on l'a bien vu, la transition énergétique nécessite de la part du réseau plus de flexibilité et de stockage. Chaque stockage est différent, il a son intérêt pour le réseau ou pour l'usager. Nous venons du monde du bâtiment résidentiel et c'est là qu'on trouve le plus important mécanisme de flexibilité au monde, avec la gestion en heure creuse des chauffe-eau électriques, qui est un monopole franco-belge. Avec EDF, nous avons pu piloter des chauffe-eau, un parc de chauffe-eau chez un bailleur social, l'immobilière Bassen. L'avantage des chauffe-eau, c'est qu'ils sont en partie standardisés. Donc, on a pu développer une carte électronique permettant de moderniser les appareils existants et de les rendre à peu près intelligents. La particularité, c'est que nous utilisons des protocoles de communication récents, comme le LoRa ou la 5G, ce qui rend l'appareil autonome de l'usager. Donc, la connexion est immédiate dès la connexion entre l'appareil et la plateforme. Nous récupérons en temps réel les données du chauffe-eau, température, consommation. Nous pouvons modifier à distance, soit de manière manuelle, soit de manière automatique, la température de l'eau, la consigne de la température de l'eau. Comme la résistance électrique de l'appareil est fixe, nous connaissons la consommation réelle de l'appareil, les caractéristiques, les déperditions, et nous pouvons calculer les futurs besoins de manière précise. C'est pas la statistique, c'est vraiment du calcul et de la mesure. Les premiers résultats sont connus maintenant. Le plus important, c'est la baisse de la facture. Aujourd'hui, l'économie moyenne est supérieure à 100 € par an pour un ménage moyen. Les gains les plus faibles enregistrés sont de 71 € sur la facture 2019 pour un ménage. Et dans l'autre sens, le gain le plus important est de 210 € à peu près pour un célibataire. Comme il y a moins de stress thermique sur l'appareil, comme il est moins sollicité, le taux de panne chute. Et on a également validé les intervalles de connexion et les calculs de consommation. Dans le monde, son contexte, le premier moyen de stockage de l'électricité sont les aides hydrauliques, ce sont les stations de relevage. L'impact est vraiment énorme, ça représente 1% de l'électricité produite par jour qui peut être stockée dans les steppes. Évidemment, les steppes sont limitées par leur ampleur nécessaire au développement des projets. Les chauffe-eau électriques, eux, sont le plus important moyen de stockage d'énergie. Elle est thermique, mais ça reste de l'énergie. Et le potentiel de développement du parc de chauffe-eau est de 100%. Donc, on va passer à peu près dans le monde de plus de 300 millions à plus de 600 millions d'appareils dans les 10 ans qui viennent. En France, donc, il y a 11 millions d'appareils installés aujourd'hui, ce qui représente 26 gigawatts de puissance installée et une consommation quotidienne de 45 gigawattheures. C'est à peu près 5% du parc. Si on compare malgré tout ce que c'est qu'une batterie et un chauffe-eau, évidemment, les usages sont tout à fait différents, mais il faut quand même toujours investir. Donc, si on regarde la batterie Tesla qu'ils ont installée en Australie de 100 MW, le prix du kilowattheure installé revient à 434 €, ce qui est raisonnable. Comparativement à un prix d'un chauffe-eau, installé, ça vous coûte à peu près 30 € du kilowatt heure neuf, en sachant qu'il y a quand même déjà 11 millions d'installés, que la batterie Tesla à 100 MW, ça représente à peu près 40 000 chauffe-eau, ce qui est moins d'1% du parc locatif actuel. Si on reprend nos 100 MW et nos 40 000 chauffe-eau, la particularité de l'eau chaude, c'est qu'on s'en sert réellement et souvent de manière intime. Donc, on a des besoins de sécurité hygiénique. Donc, il est souvent nécessaire de la chauffer régulièrement à des températures moins qu'aujourd'hui. Mais donc, on demande 51 degrés par pas de 30, pendant une durée de 30 minutes tous les 48 heures. Et c'est cette flexibilité-là qu'on veut intégrer dans le réseau. Si on reprend le 40 000, ça vous fait 100 MWh sur 48 heures. Il faut également se rappeler que le chauffe-eau est massivement réparti sur le territoire. Donc, on peut adapter des parcs de chauffe-eau à des contraintes locales.
Les scénarios possibles sont à la hausse ou à la baisse, avec un avantage certain à la hausse, avec des chiffres comme 70 MW disponibles sur un pas de 10 minutes. Une fois qu'on a allumé ces 70 MW, on peut, les 10 minutes suivantes, les éteindre et ensuite faire de l'effacement. Le but, c'est de gérer un matelas de consommateurs pour pouvoir intégrer les énergies renouvelables décarbonées dans le réseau. La prochaine étape est d'intégrer le foisonnement des usages avec le foisonnement des productions. Donc, pouvoir mettre en corrélation un parc de chauffe-eau installé conséquent avec les nouveaux moyens de production d'énergie. Et c'est là que c'est facile de le faire pour 2-3 000 appareils. C'est plus compliqué de le faire pour 40 000 des deux côtés. Donc, le réseau n'est pas encore prêt et, enfin, le réseau aussi, mais l'interface du réseau ne sont pas encore prêtes et le parc n'est pas équipé non plus. Et je suis à votre disposition pour toute information supplémentaire. Merci Jean-François. Merci beaucoup à toi pour cette présentation. Sur ce mode de stockage auquel on n'aurait peut-être pas pensé à première vue ou à la première idée, mais qui représente, comme tu l'as dit, un des plus grandes capacités de stockage, en tout cas la plus grande capacité de stockage installée en France d'énergie à l'heure actuelle. Beaucoup de questions nous arrivent. Je vais t'en poser déjà une première. Quel est le modèle économique retenu pour Elax? Le modèle économique est basé sur un abonnement, donc autour de 5-6 euros selon le nombre de chauffe-eau à appareiller, selon les volontés d'interfaçage et de fonctionnalité que le client souhaite. En général, pour les bailleurs sociaux, cet abonnement est réparti entre le locataire et le bailleur. Tous les deux partagent ce coût-là. Et c'est des contrats sur base de 3 ans. D'accord. Et une deuxième question, c'est quel est le rythme de déploiement attendu de cette solution? Aujourd'hui, on a démarré le déploiement commercial réel. Donc, on va en placer à peu près 3000 au second semestre, essuyer les plâtres et faire autour de 10 à 15 000 l'an prochain pour avoir un step autour de 20 à 40 000 sur les années plus 2, plus 3. D'accord, mais écoute, ça donne une bonne vision du déploiement de la chose. Je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui et puis de passer à la présentation suivante. Merci Jean-François et à très bientôt. Et on va passer maintenant au groupe EDF en commençant par Éric Dubail. Éric est ingénieur diplômé des mines de Douai. Éric travaille chez EDF depuis 26 ans maintenant. Il a notamment occupé le poste de responsable de partenariat et gestion C2E pour EDF. Et il est maintenant responsable du déploiement de la mobilité électrique à la direction commerciale Nord-Ouest. Éric, c'est à toi. Voilà, c'est bon. Tu valides-moi si ça passe bien. Tu m'entends? Oui, Éric, on Tu m'entends t'entend. là-haut? C'est bon, ça passe. Éric, Ok, d'accord. Oui. C'est parfait. Ok, merci beaucoup. Bien, écoutez, bonjour à tous et puis merci à Pôle Énergie de nous offrir ce temps d'intervention. Alors, au risque d'être un peu redondant sur la partie véhicule électrique, on en a déjà parlé, moi je vous invite à aborder le sujet du jour du stockage par un zoom sur le véhicule. Pardon, mais il y a des micros qui sont ouverts et c'est très, enfin, j'entends beaucoup de perturbations. Donc je disais, je vous invite à aborder le sujet du jour qui est le stockage par un zoom sur le véhicule électrique, comme ça a été évoqué rapidement par notre collègue de RTE en début de webinaire. Et je vous propose donc de regarder côté mobilité élec, dont on parle de plus en plus, surtout ces derniers jours avec le plan de relance du gouvernement, comment on peut et on doit considérer ce véhicule électrique comme un moyen de stockage, certes petit à l'échelle unitaire, mais qui, c'est bien qu'il considère
qui peut vite devenir des mégawattheures et des gigawattheures de stockage si on peut raccorder tous les véhicules au réseau. Voilà, donc je vous invite dans un premier temps à un petit état des lieux et à regarder les perspectives du véhicule élec avec une offre qui explose, on va le voir tout de suite. Et puis on parlera ensuite Smart Charging et V2G. Donc comme j'ai pas la main sur les slides, voilà, merci beaucoup. Donc, je disais, une offre qui explose, l'état des lieux et les perspectives du véhicule électrique, l'augmentation des ventes, elle est inéluctable. On a un point de rupture en 2019-2020 qui s'explique par une offre qui forcément qui s'étoffe, et puis surtout une norme qui est la norme café. Non, si on peut rester sur le slide juste avant, s'il vous plaît. Si on peut revenir en arrière, s'il vous plaît, sur le premier. Merci beaucoup. Donc, photo de gauche. Donc, je parlais d'un point de rupture au niveau de la courbe de production des véhicules électriques qui s'explique aussi par la norme CAFE, qui est la norme des 95 grammes de CO2 par kilomètre que doivent respecter tous les constructeurs automobiles actuellement, enfin, dès cette année, dès 2020. Sans quoi, je vous passe sur les détails, mais pénalité de quelques millions d'euros ou voire quelques milliards d'euros sur les constructeurs automobiles qui peuvent tomber. L'autre point, c'est que tous les constructeurs automobiles s'y mettent. Tous les constructeurs automobiles vont vers la production de véhicules électriques, ça c'est schéma de droite, avec une perspective pour les constructeurs français, mais la moyenne européenne, elle est aux alentours de 20% de leur production sous forme de véhicules électriques plutôt que de véhicules thermiques d'ici 4 ou 5 ans. Voilà. Donc, la question qui est soulevée souvent par les détracteurs du véhicule électrique, c'est très bien, on voit une forte hausse de ces véhicules, mais qu'est-ce qui garantit qu'on pourra les alimenter? Si je peux avoir le slide juste après, merci beaucoup. Merci. Je reprends un slide de RTE et je vous invite à faire un petit calcul pour justement comprendre quel peut être l'impact de ces véhicules électriques. L'estimatif des véhicules électriques d'ici à 2035, il est entre scénario bas 3 millions de véhicules, scénario très haut 15 millions de véhicules, scénario médian 9 millions de véhicules. Je vais prendre artificiellement le scénario très haut qui est de 15 millions de véhicules et je vous invite à faire le calcul suivant. 15 millions de véhicules qui consomment en moyenne 20 kWh au 100 km et qui parcourent en moyenne 10 000 km par an, ça vous fait à peu près 30 TWh de consommation à prévoir. 30 TWh de consommation, si vous le ramenez à la consommation française actuelle qui est aux alentours de 550 TWh, vous voyez qu'on est de l'ordre de quelques pourcents. D'ici 2035, RTE le disait tout à l'heure, le mix énergétique va verdir encore et on aura beaucoup plus de kilowattheures d'origine ENR qui vont arriver sur le réseau. Et la notion d'énergie pour alimenter les batteries est un épiphénomène. Ce qu'il est un peu moins, c'est le transparent d'après, s'il vous plaît, merci. Ce qu'il est un petit peu moins, c'est la notion de puissance, puisque énergie-puissance, vous savez bien que ça va ensemble. Et là, on a du mal à considérer que 15 millions de véhicules qui se connectent au même moment le soir sur le réseau ne vont pas avoir un impact non négligeable sur ce fameux réseau. Et là, ça veut dire qu'il va être nécessaire d'avoir un pilotage de la charge, voire d'avoir un pilotage du stockage de l'énergie, on le verra juste après. Et c'est la raison pour laquelle on parle de smart charging, de charge intelligente, où là, on peut, au travers des bornes de recharge, les bornes que l'on a aujourd'hui sur le terrain, on peut, au travers de ces bornes-là, piloter la charge des véhicules électriques et faire en sorte que ces véhicules se chargent en heure creuse, tout au moins en dehors des pointes de consommation du matin et du soir, et que si on pousse l'idée un peu plus loin, on puisse également profiter d'une décharge de ces batteries, c'est ce qu'on appelle le V2G, le véhicule to grid, de façon à pouvoir restituer une partie de l'énergie pendant les périodes de forte consommation et pendant les périodes de pointe. Donc on voit que l'idée, c'est de dire on joue avec la batterie, on la charge pendant les heures creuses, on la décharge pendant les heures de pointe,
ou en fonction des besoins des gestionnaires de réseau. Et ceci au niveau des applications, donc c'est le slide suivant. Ceci au niveau des applications, c'est premièrement un déplacement de la charge la nuit, le week-end, mais on va dire lorsque c'est moins cher. Et c'est la possibilité d'avoir une décharge, une alimentation des bâtiments en heure pleine ou en heure de pointe. L'autre conséquence, c'est que on peut limiter la puissance souscrite des contrats des bâtiments en permettant aux véhicules de se charger lorsqu'il n'y a aucune consommation sur les bâtiments et en permettant aux véhicules en même temps de se décharger lorsqu'il y a forte consommation. Le troisième point, c'est que si on a des bâtiments équipés, j'ai pris l'exemple du photovoltaïque plus que l'éolien, puisque je vois plus de bâtiments équipés de panneaux PV que d'éoliennes à côté de chez eux. Mais si on considère que l'on a de l'autoconsommation photovoltaïque sur les bâtiments, on va pouvoir améliorer le taux d'autoconsommation en permettant, s'il y a comme aujourd'hui un grand soleil et que les bâtiments sont vides, plutôt que de lâcher l'énergie sur le réseau ou de la mettre à la terre, c'est orienter directement cette énergie d'autoconsommation vers des bornes et en profiter pour charger les batteries. Le dernier point, la dernière application, elle a été évoquée tout à l'heure par RTE, c'est l'appui que l'on peut avoir au niveau du réseau et de ses fluctuations. On parlait de réservoir de flexibilité chez RTE tout à l'heure. On voit que là, l'équilibre du réseau, il est aussi possible au travers de ces batteries et de ces véhicules directement branchés sur le réseau. Ça implique une chose, ça implique un agrégateur. Ça implique d'avoir un agrégateur qui pilote en temps réel la charge. Si je peux avoir le transparent suivant, s'il vous plaît. Merci. Cet agrégateur, chez EDF, on l'a au travers d'une filiale qui a été créée sous la forme d'une joint venture avec une start-up américaine. Cette filiale, c'est Drev. Et Drev, lui, exploite un réseau on le verra dans le slide après, mais exploite un réseau de bornes qui sont des bornes bidirectionnelles, reliés à des véhicules qui sont des véhicules aussi, on le verra, parce que là, il y a quelques conditions à remplir. Il faut à la fois des véhicules qui soient communicants, il faut des bornes qui soient communicantes, et il faut aussi des outils de planification des trajets et des niveaux de charge pour justement pouvoir charger à certains moments et décharger à d'autres moments, de façon à considérer l'ensemble de ces véhicules reliés au réseau comme étant une batterie virtuelle que l'on peut utiliser en fonction des marchés. Donc, dans le slide suivant, merci, c'est la plateforme, c'est un petit zoom sur la plateforme Drev qui a mis en place ses premières installations depuis le printemps et qui a réalisé des essais sur Nice, sur Bordeaux, sur Nantes et puis également en Corse, en jumelant toutes ces batteries et en pouvant, alors on voit un petit téléphone en bas à gauche là sur le schéma, on va y venir juste après sur le slide suivant, merci. On peut, au travers d'une application, programmer son véhicule pour un niveau de charge donné en fonction de son trajet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, il faut brancher le véhicule à la borne, ça c'est le commun des mortels, c'est le faire. Mais il faut avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un véhicule de type particulier communicant. On verra dans le slide juste après que Nissan est plutôt bien réputé à ce niveau-là. Avoir une borne qui est une borne communicante. Et puis planifier son trajet de façon à pouvoir dire, voilà, demain, je prends mon véhicule, je vais parcourir 50 km et je souhaite avoir à minima 30% de ma batterie qui soit remplie, qui soit pleine. Et je laisse maintenant mon véhicule raccordé à la borne pour que Drev puisse piloter, charger ou décharger en fonction des considérations du réseau, sachant que charge-décharge porte sur environ 5 à 20% maximum de la capacité de la batterie. On ne charge pas à fond et on ne décharge pas à fond la batterie de façon à garantir sa durée de vie dans le temps. Le slide suivant, merci.
c'est la concrétisation avec Nissan d'un accord EDF-Nissan sur un niveau de garantie que Nissan maintient sur ses batteries, qui est de 8 ans, je crois. Donc, c'est bien pour prouver que ces cycles de charge-décharge réalisés par DREV, en l'occurrence, n'abîment pas la batterie, ne l'usent pas prématurément, puisque Nissan continue à maintenir sa garantie sur les batteries. Donc voilà, j'en termine là parce que je crois que j'ai beaucoup parlé et je dois laisser la place à mon collègue Rémi Vergrit qui, lui, doit vous parler d'hydrogène. Merci beaucoup, Eric. Quelques questions avant de passer la parole à Rémi Vergrit. Quel sera l'incitatif pour les usagers? J'ai pas compris, pardon. Quel sera l'incitatif pour les usagers? Alors, pour les usagers qui souhaitent profiter du V2G, il y a une rémunération forcément qui est proposée puisque l'usager accepte de mettre à disposition son véhicule un certain nombre d'heures. Je sais qu'il était demandé une mise à disposition d'une dizaine d'heures par jour, en général de 19h à 7h du matin, et puis en exclusivité sur le week-end. Donc, c'est vrai que pour des véhicules particuliers, c'était pas évident. Mais par contre, pour des véhicules de flotte, en général, des véhicules de flotte d'une entreprise, le week-end, ils restent dans l'entreprise, j'allais dire, et donc ils restent raccordés à leur borne. Et donc là, oui, effectivement, il y a rémunération du client pour son acceptation de mise à disposition de son véhicule pendant certaines heures. Très bien. Et quelle offre de véhicule existe actuellement? Alors, l'offre de véhicules, on a des véhicules chez Peugeot. Très honnêtement, là, tu me poses un peu une colle. Je sais que ce sont surtout les véhicules japonais qui sont un petit peu, on va dire, en avance pour la partie communicante. Et c'est la raison pour laquelle on a démarré le partenariat avec Nissan. Mais il y a des discussions avec là, je peux pas trop en dire, mais il y a des discussions avec des constructeurs français pour évidemment faire la même chose avec des véhicules made in France. Il y a encore plusieurs questions à te poser, mais on va passer à Rémi pour rester dans le timing. Donc, Rémi Vergrit est l'ancien délégué territorial EDF pour le Nord des Hauts-de-France. Il est maintenant responsable du déploiement de l'hydrogène sur la région. Et Rémi, écoute, je te laisse la parole. Ok, bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Rémi. On t'entend très bien. Bon, parfait. Bon, super. Bon, écoutez, oui, bonjour tout le monde. Et puis, alors, je renouvelle les remerciements au pôle pour l'organisation. Et je le félicite pour ses travaux de mise en relation et qui nous permet à chacun de nous rencontrer, de relayer nos travaux et puis d'en apprendre sur ce que font les autres. Donc, c'est toujours très intéressant, très utile. Et ça permet de continuer les relations en dehors des réunions physiques historiques et à partir d'aujourd'hui, on ne sait pas pour combien de temps, numériques. Donc oui, le parti pris en quelques instants, en tout cas le prisme sur lequel je voudrais vous parler d'hydrogène et de stockage, ce sera celui de la mobilité. Alors ça a été particulièrement bien introduit tout à l'heure par Thomas sur le fait que l'hydrogène, en tout cas aujourd'hui, n'est pas une solution de stockage en volume importante. On ne va pas stocker de l'hydrogène dans des cavités gazières comme on l'a sur le CH4. Mais c'est vraiment une solution de décarbonation de l'économie du transport, qui est un des trois segments les plus émetteurs de CO2. Donc le transport, le logement et l'industrie sont les trois éléments sur lesquels il faut absolument qu'on travaille pour répondre aux exigences de la PPE et des économies en termes d'émissions, notamment de CO2 qui représente 80% des émissions de gaz à effet de serre. L'objet de la présentation, et puis ça fait le lien avec ce que disait également Daniel tout à l'heure sur la partie H2V, c'est de voir quel système aujourd'hui on met en place pour l'hydrogène. Alors historiquement, l'hydrogène, ça a été rappelé, est réalisé à base
de carbone, donc de CH4, d'hydrocarbures, donc carbone, charbon, enfin gaz, charbon, etc. C'est ce que vous avez en bas de cette slide, production carbonée et centralisée. Donc c'est le vaporeformage de gaz qui permettait de fracturer la molécule de CH4. Donc on avait de l'hydrogène évidemment d'un côté et des émissions de CO2 de manière très importante de l'autre. Vous avez en rouge la correspondance d'un kilo d'hydrogène produit qui émettait 10 à 12 kilos de CO2 dans cette technologie de fabrication. Cette technologie de fabrication représente 96% aujourd'hui de la production d'hydrogène. Seuls 4% étaient fabriqués à base d'eau, donc d'électrolyse de l'eau, qui permettait de produire un hydrogène décarboné. Donc l'hydrogène existe depuis très longtemps, c'est la molécule la plus légère sur la table Mendeleïev, c'est le premier élément. C'est la molécule la plus légère, la plus volatile. Donc il faut trouver des technologies qui permettent non seulement de l'extraire, mais derrière de la stocker dans des règles de sécurité et ensuite d'utilisation finale qui permettent de maîtriser toute la chaîne du processus. Donc l'usage de l'hydrogène aujourd'hui, il est triple. Donc il y a le power to gas qui a été évoqué par Daniel Gondin. Donc je fabrique de l'hydrogène et je l'injecte dans le réseau de gaz naturel pour verdir l'utilisation du gaz naturel aujourd'hui. Premier usage. Le deuxième usage, c'est l'industrie. Donc les gros industriels qui ont besoin dans leur process, par exemple pour désulfuriser de molécules d'hydrogène qui permettra de venir se combiner à certaines molécules pour réaliser leur process final. Donc les industriels ont besoin d'hydrogène également. Ça, c'est un marché mûr aujourd'hui. Et le troisième usage, qui est un marché en plein développement, c'est celui de la mobilité. Et c'est là-dessus que je vous propose de faire un zoom pour terminer cette présentation. C'est celui de la mobilité terrestre, ferroviaire, maritime et fluviale. Alors, ce qui est vraiment le changement radical de production d'hydrogène, je vous dis, c'est de passer de cette production carbonée à une production bas carbone, donc à une production à base d'électricité décarbonée. La chance qu'on a sur le mix énergétique français, ça a été rappelé par Thomas également en préambule, c'est qu'à 95%, on est sur un mix énergétique décarboné. Donc l'utilisation de l'électricité pour réaliser cette opération d'électrolyse est tout à fait vertueuse sur le mix national en utilisant l'électricité d'origine nucléaire, d'origine éolienne et d'origine solaire. Donc c'est le petit schéma du haut entouré en rouge. Donc aujourd'hui, notre intérêt, c'est de réaliser et d'installer des électrolyseurs qui permettront de produire par électrolyse de l'eau. Donc cette fois-ci, on ne fera plus du CH4, mais la molécule d'eau, donc H2O. Donc on va extraire l'hydrogène et ensuite seule de la vapeur d'eau et de la chaleur sera émise lors de cette opération physique. Donc vous voyez cette première étape, on a de l'électrolyse, donc on va isoler la molécule d'hydrogène, il faudra la stocker sur le site de production. Ensuite, il faudra la distribuer. Donc deux opérations, soit on a un centre de distribution à proximité immédiate du site de production, soit on va la distribuer par camion, par ce qu'on appelle des cadres, et on va le transporter par des bonbonnes d'hydrogène qui permettront d'acheminer jusqu'au consommateur final l'objet hydrogène. Et puis ensuite, on aura les véhicules, donc les usages qui eux-mêmes ont nécessairement besoin de stockage. C'est ce qu'on a dans nos véhicules thermiques aujourd'hui, donc des réservoirs qui seront dédiés à la réception de l'hydrogène qui permettra ensuite, avec une pile à combustible, de retransformer l'hydrogène en électricité pour que le moteur électrique puisse réaliser l'opération d'usage du véhicule, c'est-à-dire le faire rouler. Donc voilà, vraiment l'objectif majeur, c'est de dire on passe d'une hydrogène grise à un hydrogène vert en utilisant l'électrolyse de l'eau et non plus le vaporeformage. Et ensuite, il va falloir stocker cet hydrogène à très court terme. On n'est pas du tout dans des logiques de stockage en volume. On est dans une logique de stockage sur un site de production d'1, 2 à 3 journées pour pouvoir pallier à des éventuelles défaillances de l'électrolyseur et à sa maintenance. On n'est pas dans des logiques de stockage en volume qui nous réorienteraient dans une logique de centralisation de la production, alors que l'objet même sur la mobilité, comme ça a été le cas sur l'électricité, et on l'a vu dans sa maturité, c'est de pouvoir avoir des sites et de mailler le territoire de stations de production pour avoir suffisamment de stations-service qui permettent une autonomie et un essor de l'achat des véhicules de ce type. Slide suivant. Chaîne d'approvisionnement de l'hydrogène. Alors ce schéma, il est assez simple. Sur la gauche, vous avez le système de production.
Donc, vous avez un poste de livraison, hein, à 50 ou 60% du prix du kilo d'hydrogène, ce sera le coût d'achat de l'électricité. Donc, évidemment, il faut acheminer l'électricité, qu'elle soit d'origine nucléaire ou d'énergie renouvelable, pour qu'elle soit dite verte. Ensuite, un transfo, évidemment. Et ensuite, on aura toute la partie électrolyseur. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. C'est le même système que ce qu'a présenté Daniel Grondin tout à l'heure, hein, avec des stacks qui vont permettre de réaliser l'électrolyse de l'eau et donc de produire l'hydrogène, tout en y ajoutant des auxiliaires de purification, parce qu'on a besoin d'eau déminéralisée pour pouvoir produire cet hydrogène dans des qualités suffisantes pour son exploitation finale, et puis également des auxiliaires de refroidissement. Pourquoi du refroidissement? Et là, c'est le deuxième volet, c'est la partie stockage, parce que l'hydrogène, à l'état naturel, dans une température extérieure de 20 degrés avec la pression atmosphérique classique, l'hydrogène a une densité très très faible, ce qui fait que pour pouvoir la stocker dans des volumes suffisants, on a trois solutions. Soit on la stocke de manière liquide, et là il faut descendre à moins 250 degrés, soit on la stocke de manière gazeuse, et là il va falloir la comprimer, sinon on a une densité tellement importante qu'on n'aura jamais suffisamment d'espace sur les sites de stockage ou dans les véhicules pour stocker en suffisance par rapport à l'autonomie finale. Soit, et là on est plutôt en phase aujourd'hui de recherche, c'est d'ailleurs le cas aussi sur la partie liquéfaction et gazéification, soit on va le stocker de manière solide. C'est ce qu'on appellera les hydrures, donc on va combiner à des métaux solides l'hydrogène pour pouvoir la stocker. Là on est sur des phases de recherche, c'est notamment ce qui va sans doute développer l'autonomie ou en tout cas le stockage d'hydrogène dans les microtechnologies, demain les téléphones portables, etc., sur des stockages solides. Là, aujourd'hui, sur les systèmes dans la mobilité de stations de production et de stockage, on est sur du stockage gazeux. Et donc, on va avoir un premier niveau tampon de stockage sur des bonbonnes ou des bouteilles de 30 bars qui vont permettre de stocker suffisamment de volume pour préparer la distribution du carburant à hydrogène aux véhicules qui vont venir s'alimenter. On a un premier stockage 30 bars et ensuite on a une montée de pression à 200 bars sur le centre de production. Et puis à droite, sur la station de distribution, donc on a la borne de distribution, vous voyez en haut un bus pour faire l'objet des véhicules lourds. Et juste en bas à droite, vous avez un véhicule type léger hein, pour les particuliers qui va venir s'alimenter comme dans une station-service classique avec une montée une compression de l'hydrogène parce que les véhicules lourds vont avoir des réservoirs avec une pression de 350 bars pour pouvoir en avoir en suffisance en termes d'autonomie. Et les véhicules légers vont monter, eux, jusqu'à 700 bars la pression de leur réservoir. Donc, on a des premiers stockages tampons, 30 bars et ensuite 200 bars. Et pour s'en tenir à la flotte de véhicules lourds, on va monter à 400 à 450 bars la pression et le stockage de l'hydrogène pour ensuite le distribuer dans les bus, les bennes ordures ménagères, les camions, à 350 bars, ce qui permettra d'avoir un nombre de litres, de kilos d'hydrogène suffisant au mètre cube, qui permettra une autonomie aujourd'hui digeste. Ce qui est important par rapport à l'électricité et l'hydrogène, c'est qu'on n'est pas dans une logique d'antagonisme, c'est le choix de l'un ou de l'autre. On est vraiment dans des logiques d'usage. On en a parlé à l'instant, j'ai besoin de faire 30, 50, 100 km 150, je peux aller dans des technologies électriques avec la batterie. J'ai en revanche des besoins d'autonomie supérieure. L'hydrogène sera une réponse aujourd'hui et dans les années qui viennent qui sera en correspondance avec mon besoin d'usage. J'ai la capacité de laisser mon véhicule la nuit en recharge ou le week-end. L'électricité peut tout à fait correspondre. J'ai besoin de recharger régulièrement et plus rapidement. Je peux penser à l'hydrogène. Comme c'est le cas pour des véhicules thermiques et énergie fossile, il faut entre 3 et 5 minutes pour recharger et pour faire un plein de mon véhicule hydrogène. Je passe à la pompe, comme on passe à la pompe aujourd'hui dans les différentes stations-service avec les énergies fossiles. Donc voilà l'explication d'une station. J'ai la production, j'ai le stockage avec des bonbonnes, avec des pressions différentes permettant de faire le tampon. Et ensuite, j'ai une compression qui permet d'alimenter directement les véhicules avec des éléments de refroidissement, parce que plus je vais comprimer le gaz, plus évidemment je vais avoir des effets de chaleur qui vont se produire dans le mouvement des molécules. Donc station de distribution, très simplement, du fait du phénomène thermique, effectivement,
dû à l'échauffement du gaz dans les stockages. On va devoir avoir des éléments de refroidissement, je viens de vous en parler. Afin de respecter les normes, on a une limite de 80 degrés maximum de température dans la diffusion jusqu'au véhicule final de notre hydrogène. Évidemment, l'hydrogène, je vous en ai parlé, c'est un atome, enfin, le dihydrogène pour être plus précis, c'est une molécule très dynamique, très volatile. Donc, on a des normes ICPE à préserver sur le sujet. Et donc, en termes de sécurité, on a des liners alors en alu ou en acier. Et ensuite, on a des éléments en fibre de carbone qui permettent d'avoir une solidité et une perméabilité suffisante pour éviter les risques liés à l'explosivité du combustible. Donc l'hydrogène, on monte à 450 bars pour des distributions à 350 bars, je vous l'ai évoqué. Et puis donc on a dans une station le conteneur principal pour compresser, les stockages haute pression et très haute pression, et ensuite les bornes de remplissage pour les différents types de véhicules. On a parlé donc de la production et de la distribution de manière assez synthétique. Là, je voulais simplement vous donner des niveaux de correspondance en termes d'autonomie par rapport au type de véhicule. Donc en haut, vous avez un véhicule léger. Donc la capacité du réservoir, elle est de 3 kg. Et pour faire 100 km avec de l'hydrogène sur des véhicules légers, on a besoin d'1 kg, 1,5 kg. Donc on a des autonomies de 200 km sur… Pardon, je dis une bêtise, on n'a pas une autonomie de 200 km, on a une autonomie plutôt de 300 km, ce sera le slide d'après, je vais y revenir. Les 200 km qui sont évoqués sur cette première ligne, c'est le kilométrage minimal qui justifie de réfléchir à une solution hydrogène versus une solution batterie. Donc une autonomie supérieure à ce qu'on peut avoir en électricité dans la complémentarité. Pour ce qui concerne les bus, on a des capacités de réservoir, alors 20, 25, 30, jusqu'à 35 kg, 9 kg au 100 en termes de consommation. Donc se pose la question de l'hydrogène pour les bus qui vont au-delà de 150 km en une journée. Pour les bennes ordures ménagères, réservoir de 25 kg, au-delà de 100 km, dans les études qu'on est en train de mener, on passe ou on réfléchit à la solution hydrogène si le modèle économique tient la route. Pour les camions, c'est au-delà de 200 km. Et pour les trains, donc là, on n'a pas de sens de choix entre l'électrique et l'hydrogène selon le kilométrage. On a plutôt un sens qui est lié à l'investissement. Mes lignes sont-elles déjà électrifiées, ne le sont-elles pas? Combien ça me coûterait de basculer sur un wagon, sur une locomotive hydrogène versus combien ça me coûterait de passer à l'hydrogène avec du stockage en suffisance. Donc, voilà une petite correspondance. Et on va reprendre ce tableau sur les infos pratiques. Un véhicule type léger, 40 000 € environ d'investissement pour un véhicule hydrogène, 300 km d'autonomie. Un véhicule type bus, 650 000 €, 300 km d'autonomie. Un véhicule type benne ordure ménagère, 650 000 € pour 200 km d'autonomie. Vous avez quelques fabricants aujourd'hui qui développent. Et puis ensuite, on a les camions, là où on atteint le million d'euros aujourd'hui. On est également en phase de développement. Et ensuite, les trains. Donc, l'objectif aujourd'hui avéré, c'est de constituer des écosystèmes complets. Production, distribution, usage. C'est comme ça a été le cas sur l'électricité. C'est un peu l'œuf et la poule. Il faut que les fabricants ils commencent à s'investir à plein, soient garantis en termes de vente d'usage hydrogène pour pouvoir investir de nouveaux modèles. Et puis, les acheteurs potentiels attendent suffisamment de stations sur le territoire pour pouvoir investir sur ces modèles. Donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de créer des écosystèmes locaux où on peut avoir une électricité bas carbone disponible et qui nous permettront de produire suffisamment d'hydrogène au quotidien en ayant en face suffisamment de consommateurs finaux. Donc, on n'est pas dans une logique de stockage en volume énorme, mais on est dans une logique d'écosystème décentralisé vers lesquels on va pouvoir proposer sur un secteur précis des stations-service qui vont pouvoir alimenter indépendamment des bus, des bennes ordures ménagères, des camions ou des véhicules électriques. J'ai un exemple ici à Dunkerque, puisqu'on parlait de Dunkerque tout à l'heure, notamment avec H2V. On va s'installer sur le centre de valorisation énergétique parce que la turbine du centre de valorisation énergétique permet d'obtenir 1, 2 ou 3 mégawatts d'électricité. Et donc, on va produire de l'hydrogène à partir de cette électricité fatale qui nous permettront ensuite de recharger les bennes ordures ménagères du territoire en hydrogène. L'objectif étant d'être dans une circularité totale,
mon déchet produit de l'électricité, qui produira de l'hydrogène et qui alimentera mes bennes ordures ménagères qui vont aller ramasser mes déchets, et ainsi de suite. Mais cette capacité de production qui sera d'environ 400 kg jour sur le premier électrolyseur va nous permettre d'alimenter non seulement ces bennes ordures ménagères, mais d'autres acteurs à proximité qui viendront intégrer l'écosystème, donc et qui ont des véhicules type master, des camions et également les bus du territoire de la communauté urbaine qui pourront, eux, petit à petit également, faire leur évolution et passer à l'hydrogène dès lors qu'ils auront des kilométrages supérieurs qui justifieront les investissements liés à l'hydrogène. Investissements évidemment qui sont accompagnés aujourd'hui de subventions parce qu'on a besoin, pour être à peu près dans une logique équitable avec le véhicule thermique, de subventions qui viendront de l'ADEME, qui viendront de la région, qui viendront de l'Europe et qui permettent de faciliter, en tout cas de digérer les CAPEX beaucoup plus facilement par rapport à cette équation économique importante. Étant entendu qu'on n'intègre pas aujourd'hui en suffisance, mais ça va arriver très vite, le coût du CO2 par rapport aux solutions technologiques actuelles. Et quand le CO2 aura un impact beaucoup plus fort en termes de coût d'émission, ou en tout cas une contrainte beaucoup plus forte pour les utilisateurs finaux, là on va vraiment aller dans une bascule qui va accélérer largement le développement de ces solutions. Sur la gauche, quelques petits éléments de comparaison. 1 kg d'hydrogène en rapport de consommation, c'est l'équivalent de 5 à 6 litres de diesel. Le diesel émet 3,2 kg de CO2 par litre consommé. Et puis les pressions, donc je vous en ai parlé, 350 bars pour les véhicules lourds ou utilitaires, 700 bars pour les véhicules légers. Et 3 à 5 minutes de temps de recharge sur le système de station de distribution hydrogène. Voilà, on est au stade embryonnaire. Depuis 1 an et demi, les choses s'accélèrent fortement. Les fabricants s'y mettent également de plus en plus. Maintenant, à nous de créer des écosystèmes dont on pourra réunir les conditions favorables à l'installation d'un écosystème qui permettra la production, le stockage sur des durées courtes et ensuite la distribution avec des usagers qui vont s'investir sur les différents types de véhicules dont je vous ai parlé. Voilà Damien, j'en ai fini sur cette présentation synthétique. Merci beaucoup Rémi pour cette présentation. Alors, on a énormément de questions sur le sujet. Une première tout d'abord, c'est quel est le modèle économique des stations, à partir de combien de véhicules on peut penser à créer une station? Alors, aujourd'hui, ce qu'on a analysé avec EDF, on a un actionnariat majoritaire chez McPhy, qui est un fabricant d'électrolyse dans la Drôme. Et nos modèles économiques, aujourd'hui, on n'ira pas sur des stations qui produiront moins de 400 kg d'hydrogène jour. Donc, 400 kg d'hydrogène jour, c'est le seuil sur lequel on a un seuil de rentabilité et de diffusion suffisant. Donc, 400 kg, à titre d'exemple, si on a des bus, si on a une dizaine de bus qui vont consommer 20 à 30 kg jour et des bennes ordures ménagères qui vont consommer une dizaine de kilos jour, bon, on se dit que voilà, si on a 15 usages lourds et ensuite quelques usages légers type master qui vont avoir 3 kilos jour, si on a une flotte de master ou quelques véhicules légers qui viennent en comparaison, on a un modèle économique qui va tenir la route. Donc, par capillarité, ensuite, on sait que quand on va s'installer sur un site et on rencontre beaucoup d'acteurs privés, les opérations d'achat d'usage d'hydrogène vont arriver. Mais on a vraiment besoin d'un premier terreau, d'une dizaine, d'une quinzaine de véhicules lourds type bus ou baume pour une station qui produirait 400 kg jour. Et si la première année, on arrive à consommer 250 à 300 kg jour, on est dans un modèle qui va être viable dans la durée. Très bien. Écoute, pour respecter les délais, on va s'arrêter là. Je me permettrai de faire parvenir les différentes questions qu'on a eues et on essaiera d'y répondre. Pour conclure, je voulais une nouvelle fois remercier RTE, dont la vision a été très claire. Pas besoin de stockage immédiatement, besoin de tester du stockage à grande échelle. Et une vision à partir de 2035 où par contre les choses s'inversent. Ce qu'on voit aussi à travers les différentes offres qui émergent aujourd'hui, c'est que l'ensemble des services de stockage viennent avec du service au réseau. Ce n'est pas uniquement du stockage qui est proposé, c'est vraiment un service au réseau avec de l'écrêtement, de l'effacement, du lissage de courbes,
et ceci à toute échelle. Voilà, je pense que c'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le stockage. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre participation et vous dis à très bientôt pour une prochaine conférence. Pour finir, vous allez recevoir directement à la suite de cette intervention un petit sondage, une dizaine de questions vraiment très rapides à répondre, de manière à nous aider à nous améliorer. Je vous remercie par avance de prendre le temps d'y répondre. Voilà, merci beaucoup à vous tous et au revoir.